Steve, vu qu'on est sur le thème de j'accepte et mon cœur reste ouvert, ton frère vient de te shade. Je lui dis que tu es tout le temps en train de porter les casquettes. Il me dit que tu veux faire comme Karl Lagerfeld, que tu veux pas qu'on voit que tu vieillisses. Pour le coup, j'étais pas prête à aller jusqu'où ton frère allait, mais je trouve qu'il a quand même raison. En tout cas, ça ne te va pas du tout, Steve. Donc, j'espère que tu arrêteras ce look-là. Et j'espère que tu accepteras ce que je te dis et que ton cœur restera ouvert. Bisous! Vous voyez comment je ne suis jamais respecté? Moi, premier fils, moi, premier petit-fils, illustre personnage. Non, regardez comment on me parle. Cette chose que j'ai portée bébé et que j'aurais pu éliminer de la surface de la terre quand elle est arrivée, regardez comment elle se permet aujourd'hui de me parler. Bisous! Et n'osez même pas, je vous vois vouloir commencer, n'osez même pas. La seule chose que vous pouvez écrire au début de cette vidéo, c'est « elle n'a pas raison ». Parce que si vous osez aller dans son sens, j'arrête les vidéos. Donc vous dites dans les commentaires « elle n'a pas raison ». J'attends. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo la plus intime de ma chaîne YouTube. Vous savez que je sais parler de beaucoup de choses. On va faire de musique, politique, enfin des analyses et tout. Mais j'ai beaucoup de mal à savoir parler de moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'avoue que je suis invité dans beaucoup de podcasts et tout. Je ne le fais pas. Je le fais très rarement. Je crois que la seule fois que je l'ai fait, c'était avec Nifa parce que j'avais une certaine confiance en elle. Mais en fait, en vérité, on a parlé pendant, je crois, 3h30 et je ne sais pas si les 3h30 ont vraiment été utiles. Mais j'ai cette pudeur, c'est-à-dire que je ne sais jamais si les mots seront justes, si les expressions seront pointé quand il s'agit de moi, et je tombe dans plein de réflexions qui ne sont pas forcément utiles et qui correspondent assez bien finalement à ma personnalité. C'est-à-dire que je me considère un peu comme une sorte de soleil ensoleillé, c'est-à-dire que il pleut et il fait soleil en même temps. Je suis toujours, j'ai toujours l'impression que mon bonheur sera relié à une sorte de malheur, que pour que je fasse quelque chose, pour que j'arrive à faire quelque chose, c'est toujours 100 fois plus dur que les autres. Donc du coup, ça ne me dérange pas de souvent prendre des perpendiculaires ou alors de prendre mon chemin parce que je suis la fameuse phrase de la chanson de Céline Dion, mais comment font ces autres à qui tout réussit? Comment font ces autres à qui tout réussit? Non mais sérieusement, comment vous faites? Parce que cette vie est tellement compliquée, j'arrive pas à savoir comment vous réussissez. En tout cas, dans cette vidéo, on va revenir sur plusieurs étapes de mon parcours et surtout sur ce petit machin-ci que vous allez voir. Alors, on va devoir flouter un peu les informations personnelles. Mais là, vous avez ce que je considère comme étant mon premier prix ou alors mon seul prix. Et en fait, ce que vous voyez là, en vérité, c'est un vrai vinyle. Et chaque fois que je me pose toutes ces questions autour de moi, de comment, machin, qui sont... Et c'est très fréquent en réalité. Ben en fait, je regarde ça et je me dis... Je dois quand même continuer à avancer. On sait jamais. Ce chapitre de ma vie s'appelle « Lève tôt et nuit parisienne ». Nous sommes dans un monde, dans un endroit qui n'existe plus. Au début des années 2010, si vous passiez sur l'avenue des Champs-Élysées, vous alliez tomber sur un grand bâtiment rouge, juste en bas de l'avenue, selon que vous veniez depuis Charles de Gaulle Étoile, ce qui était moi mon trajet, parce que je venais de Nanterre, je descendais toute l'avenue et j'arrivais vers mon Saint Graal. Mon Saint Graal, c'était un grand bâtiment rouge avec écrit dessus Virgin Megastore. Le Virgin Megastore, pour les anciens, c'était un espèce de grand bâtiment sur 3 étages qui était une sorte de grande caverne d'Alibaba quand vous étiez fan de musique, quand vous étiez fan de musique américaine et quand vous étiez fan de R&B. On y retrouvait toutes les exclus, les albums en avance. Des fois, c'est quelque chose qui va vous paraître totalement désuet aujourd'hui parce que quand un album sort à minuit, on l'a partout, mais des fois il y avait certains albums qui sortaient et qui sortaient pas en même temps en France. Ça pouvait sortir le 30 septembre aux États-Unis et il sortait peut-être le 14 octobre en France. Alors le Virgin Megastore te donnait la version américaine 2-3 jours après que ce soit sorti aux États-Unis. Bien sûr, moi, comme vous le savez, qui à cette époque-là bloguait depuis des années, j'ai ouvert mon blog, je crois, en 2005-2006, mon Skyblog. À partir de 2007-2008, il a commencé à péter. Je suis devenu un des blogs R&B les plus connus de Skyblog, mais à l'époque, vous savez que je vivais au Cameroun, c'est-à-dire que je faisais quasiment tout depuis le cybercafé, je téléchargeais tout, j'écrivais sur plein de forums et ce genre de choses, et mon père n'en pouvait plus de moi. Il trouvait que c'était complètement fou, que c'était complètement excessif. J'étais un peu brimé, et le fait donc de venir vivre à Paris seul, d'être un étudiant parisien était trop génial pour moi, parce que j'avais plus de pression, je pouvais faire exactement ce que je voulais, quand je voulais, et je ne me suis pas privé, c'est-à-dire que je suis arrivé les 8 premiers mois, ce fut la seule fois de ma vie. J'ai arrêté mon blog pour pouvoir m'acclimater parce que j'étais étudiant en économie à Nanterre et je me suis complètement plongé dans l'univers musical de la ville, à savoir que j'étais clairement à tous les concerts de R&B. Chrisette Michele, Solange, Beyoncé, Eric Bennett, Faith Evans, Christophe Willem, Black Eyed Peas. J'allais voir tout ce que je pouvais voir. Il fallait que je m'imprègne à chaque fois des scènes, aussi bien au New Morning qu'au Stade de France que pour Justin Timberlake ou encore Alicia Keys. Vous fouillez bien dans la salle là, vous me trouviez.
c'était une période pour moi incroyablement excitante parce que je pouvais confronter mes analyses, apprendre de nouvelles choses et surtout donc du coup à partir de ce Virgin Megastore où on avait des concerts extraordinaires parce que ça encore c'est quelque chose qui a disparu, mais les artistes venaient en promo et ils faisaient des concerts gratuits au Virgin Megastore et on n'était pas nombreux en plus parce que du coup le R&B, bon aujourd'hui tout le monde fait semblant d'adorer le R&B en France là. Nada! À l'époque, on était vus comme des pestiférés. D'ailleurs, je pense toujours qu'on est vus comme des pestiférés, mais que c'est la hype web qui fait semblant d'autres choses. Mais on était vus comme des pestiférés. Donc en fait, quand il y avait des concerts de chanteurs R&B là au Virgin Megastore, on était 400-500 personnes. Et ça peut vous paraître complètement délirant aujourd'hui, mais c'est vrai. C'est-à-dire que Harry Lennox qui fait des concerts au Bataclan et je suis très content pour elle. Mais en fait, en 2010-2011, bah, elle aurait été certainement au Virgin Megastore gratuitement. On aurait été 500 pèlerins là à crier derrière elle sur Pressure. Et là, franchement, ma vie, c'était 24 heures chrono. Je vivais chaque seconde de façon super intense. Chaque seconde comptait. Je me rappelle que j'ai fait des apparitions dans des clips et c'est marrant parce que je crois que il y a des chanteurs dont j'ai été dans les clips dont ils se souviennent pas, comme Lincha par exemple. Mais je suis dans des clips de plein de chanteurs. Je vais pas vous dire tout parce que des fois c'est un peu des scènes honteuses. Tellement je réussissais à m'infiltrer un peu partout. Parce que c'était ma passion en fait, je voulais toujours être quelque part et tout, je vais pas vous dire tout, mais oui, j'ai 2-3 clips dans lesquels vous pouvez m'apercevoir. Et je reprends mon blog, alors, faut bien qu'on se situe, je suis étudiant en économie en Nanterre, je blogue donc du coup sur le R&B, et comme le R&B est pas super à la mode, je peux avoir accès à quasiment toutes les interviews. Je fais Tamara Braxton, je fais Faith Evans, je fais Singila, je fais Leslie d'ailleurs pour certains, ça va vous rappeler des choses, je fais plusieurs fois Vita, Fada Freddy, je fais plein d'interviews, et en fait je suis toujours un peu, je me rappelle que j'étais toujours un peu le dernier. Pourquoi? Parce que j'étais l'incohérence. J'étais un peu l'incohérence des gars des labels là, parce qu'ils se disaient, ouais, bah, en fait, il y a le gars là qui a le petit bloc R&B là. Il a une petite audience quand même. Il y a quelque chose en même temps. C'est pas non plus ouf et en même temps bon. Il a une espèce de petit truc quali. Donc on me faisait venir. On revient avec un nouvel EP Back to the Basic. Ouais. Qui sera disponible la semaine prochaine sur toutes les plateformes. Voilà, le 10 juin. Peux-tu nous dire pourquoi ce que va comporter ce nouvel album et pourquoi tu as pris autant d'années d'absence? Ok. Et j'ai des moments assez drôles avec Vita d'ailleurs. Je crois que ma deuxième interview avec Vita était assez échaudée pour le coup, mais très respectueuse par contre parce que je trouve que Vita est très intelligente. Alors je la connais pas personnellement, je l'ai eu en interview 3 fois. Je trouve que elle avait très bien géré mes pièges et on avait eu un bon échange. Elle est pas bête pour le coup. À l'instar de, si je peux me permettre, Marina Kaye, qui est un de mes très très bons souvenirs d'interview parce que je voulais pas la faire. Elle venait de cartonner, je crois, avec la chanson Homeless là. Et en fait, je m'en souviens que je voulais pas la faire. Je me disais, mais pourquoi est-ce que j'y fais? Et je m'étais dit que j'allais la faire pour pouvoir avoir de bonnes relations avec le label et tout. Pour moi, j'ai eu une très très bonne impression d'elle. Et quand je suis sorti, j'étais avec une amie qui doit s'en souvenir. Je lui ai dit, elle fera pas carrière. Vous allez être choqués, c'est horrible ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, elle a pas du tout la mentalité de quelqu'un qui peut faire carrière. Alors j'ai adoré parler avec elle. Hein. Mais en fait, quand une petite fille de 17 ans te dit qu'elle comprend Prince et que pour elle, Rihanna n'est pas une artiste, tu comprends tout de suite. Et qu'elle veut pas être cataloguée alors qu'elle chante Homeless sur Céline Dion. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit ah ouais non, elle va être trop difficile à gérer, ils vont pas pouvoir la gérer, donc du coup ils vont l'abandonner. Et c'est exactement ce qui s'est produit pour elle, même si encore une fois elle est très talentueuse, mais elle avait trop d'opinions, très très bien cadrées pour une fille de 17 ans. Je me rappelle que je lui ai demandé à un moment, tu préfères Beyoncé, Mary J. Blige, Brandy, Erykah Badu ou alors Rihanna en termes de chanteuse de R&B? Et la première chose qu'elle m'a dit, mais Beyoncé et Rihanna pour moi ne sont pas des chanteuses de R&B. Je me suis dit ah, ça c'est une vraie. Vrai de vrai, reconnais vrai. Bref, petite digression, mais je fais ces interviews, je les retranscris à chaque fois sur mon site, je continue mes petits articles journaliers et je continue à aller à l'école. Il se passe que lors de ma deuxième année, après toutes ces nuits folles de Paris et matins très très échaudés entre concerts et tout, il arrive quelque chose de très dramatique pour mon père. Je suis au rattrapage. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Alors là, comme ça, vous pourriez vous dire que ouais, rattrapage, oui, sauf que moi, je travaillais pas. J'avais la chance d'être un étudiant qui ne travaillait pas dans le sens où mon père s'occupait de moi. Voilà, c'est-à-dire que c'était ce qui me permettait, en tout cas, je dis toujours que c'est mon père qui me finançait ma passion parce que le fait de ne pas travailler en tant qu'étudiant et donc d'avoir mon loyer payé et mes charges payées, ça faisait en sorte que je pouvais effectivement me balader dans tout Paris et à savoir quel artiste est en concert, voilà. À payer mes places de concert aussi parce qu'il fallait bien que je les paye. Et donc, du coup, là, premier rattrapage, ça devient le premier clash. Nous sommes humiliés. Il n'y a pas de nuance à ce moment-là dans l'esprit de mon père. Rattrapage est égal à échec, est égal à suppôt de Satan, est égal à tu gâches mon argent, est égal à tu vas rater ma vie et est égal à la fin. Je crois qu'on doit faire un test ADN, c'est pas sûr que je suis mon fils.
ça devient la guerre. En plus, à l'époque, on a une tante assez médisante qui appelle pour dire oui, Steve va rater sa vie parce que il fout vraiment rien. Après l'appel le matin, mon père va venir en France. Genre, je crois qu'elle avait appelé genre mardi. Mon père a pris un billet d'avion le jeudi. Il est venu en France et il est rentré le lundi. Il m'a sermonné pendant ce week-end-là pour me dire que ouais, sache que moi, si tu rates ta vie, en tout cas, j'aurais tout fait pour toi. Adieu, tout. Et là, du coup, j'empire mon cas parce que je dis que papa, en fait, en vrai, même l'économie que je fais à Nanterre, là, j'aime bien, mais bon, moi, voilà quoi. Je vais passer au rattrapage, t'inquiète pas. Mais en vrai, ce que je pense que je devrais faire vraiment dans ma vie, c'est que tu vois, j'aimerais écrire, faire un truc écrivain et tout. Oh là 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 là. Il m'a demandé, écris un peu sur un bout de papier. J'ai écrit. Quand tu as fini d'écrire sur un bout de papier, est-ce que ça paye tes factures? En vrai, j'étais dans mon monde. Parce que Music Flings, ça a commencé à grossir. J'ai commencé à voir des articles à 100 000 vues, 200 000 vues. On parle de 2013-2014, en fait. J'ai commencé à avoir vraiment de bonnes vues sur mes articles. Et je me suis dit que ce serait cool, du coup, que je fasse un truc de journalisme. Parce que si je faisais un truc de journalisme, ça peut me permettre d'avoir le côté écrit. Voilà, j'écris quelque chose. Et de l'autre côté, dans mon esprit, je me disais, de toute façon, franchement, je m'y connais en musique, en fait. Je passais des heures, vraiment, de ma vie. Vous pouvez repartir sur mes articles, à écouter du Jennifer, à écouter plein d'albums de variété française, parce que j'étais sûr que, voilà, le fait que je sois très très bon R&B n'allait pas me servir, mais j'étais sûr que j'allais travailler dans l'industrie musicale. Pour moi, c'était un acquis. Donc, du coup, je passais mes jeux à écouter Ours, Goldman, tout ce qui sortait en variété française. D'ailleurs, je pense que, pour ceux qui m'ont découvert au début, il y avait beaucoup de trucs sur la variété française. Pourquoi? Parce que je voulais travailler, donc je me disais qu'à un moment ou à un autre, sachant que mes factures n'étaient pas payées par moi, fallait que je sois capable un jour dans un label de pas parler d'Emery, de parler de ce qui se passe en France, de comment la variété française se passe, de pourquoi Nolwenn a vendu Bretonne, pourquoi est-ce que Jennifer a floppé avec son album de reprise. D'ailleurs, pourquoi est-ce que pendant un très long moment en France, les albums de reprise faisaient légion et ça donnait l'impression que la variété française avait du mal à se renouveler. Pourquoi est-ce que The Voice n'a produit des stars qu'en France? Ça, c'est d'ailleurs, peut-être on pourra faire une vidéo dessus. J'avais fait des analyses dessus en disant que The Voice, c'est un programme télévisé intéressant qui n'a produit que des stars en France. The Voice, c'est un produit qui n'a fonctionné que pour la France en termes de stars. Il n'y a pas de stars de la chanson américaine que vous connaissez venue de The Voice. Il n'y a pas de star, je dis bien star installée de la chanson anglaise que vous connaissez venue de The Voice. Le seul schéma qui en a produit, c'est la France. Et donc, du coup, je trouvais que tous ces trucs-là, il fallait que je sois calé dessus parce qu'à un moment ou à un autre, il fallait que je paye mes factures et que j'allais avoir mon diplôme de journaliste après ma licence d'économie, et après donc du coup j'allais tranquillement bifurquer dans un poste dans une maison de disques, et puis voilà. Et donc du coup les altercations avec mon père, bon je me disais bon de toute façon un jour ou l'autre il va regretter quand je serai mon petit boss de label. Ma seule victoire sur lui, qui était une victoire peu banale pour l'époque, c'était justement la transition, c'est-à-dire que le fait de finir une licence d'économie que je finis, option sociologie, et après donc de lui dire papa je vais pas continuer dans ça, je vais faire une école de journalisme. Et le fait que au bout de plusieurs semaines de discussion, ils finissent par me dire « Ok, pour moi, ça ne paye pas les factures. » Moi, j'aurais voulu, comme je t'ai toujours dit, que tu ailles à Moscou et que tu travailles dans les TIC, parce que oui, mon père, vous savez que c'est un enfant russe, c'est-à-dire que lui, il a quitté le Cameroun à 17 ans, il a fait 20 ans en Russie, enfin, il m'a dès qu'il revient au Cameroun, mais en fait, lui, il a vécu toute sa vie en Russie, donc pour lui, je suis une folie de la nature, et lui, il voulait que je fasse comme lui, c'est-à-dire que je finisse mon truc et j'aille en Russie, voilà, enfin, donc du coup, vous voyez, essayez d'imaginer l'écart entre ce que je lui dis et ce que lui, son cerveau entreprend. Mais il me dit donc finalement, ok, pourquoi pas. Fais ton école de journalisme, mais comme tu as une licence, tu as 2 ans, c'est-à-dire que je te finance encore 2 ans. Il aimait le compte à rebours. Ce chapitre de ma vie s'appelle un flop comme on n'en avait jamais connu. Flop. It was a flop like I've never seen a flop. Alors, une chose que certains ne savent peut-être pas sur mon fameux père, c'est que c'est un professeur à la base, directeur d'université, des IUT en plus de Polytechnique, enfin, c'est un directeur d'université. Donc, en fait, l'idée que lui, il a de moi, c'est que lui, il connaît ce qu'un étudiant doit faire. D'ailleurs, ma sœur, je me rappelle que quand elle arrivait, elle voulait faire médecine, mon père ne voulait pas qu'elle fasse médecine parce qu'il pensait que c'était pas sa formation. Au final, ma sœur va abandonner la médecine. Au bout d'un an, il va dire, tu vois, je savais qu'elle n'était pas faite pour la médecine. Donc, du coup, pour lui, quand il me regarde, il est persuadé de savoir ce pourquoi je suis fait. Et en fait, finalement, notre deal, qui peut paraître d'apparence super cool, il est, mais en vérité, c'est un deal où il se dit, je fais le maximum pour qu'on lui dise pas que je n'ai pas fait, parce que je sais que sa voix est une voix bouchée, il va rater. Pour moi, c'est du désengagement. Désengagement sympa parce que ça me permet de payer mes factures, mais c'est du désengagement sur le long terme. Mais il se trouve que quand j'arrive en école de journalisme, je suis aussi un peu idiot. Je suis tellement persuadé que j'ai une bonne plume,
qu'il y a 2 cours que j'évite spécifiquement. Cours de télé et cours de radio. Cours de radio, alors c'est la catastrophe. J'avais une prof pas sympa, que j'appréciais pas. Donc, j'y allais pas. J'avais 2 profs, notamment un qui travaillait au Rolling Stone, et j'étais capable franchement, avec beaucoup de modestie, je le dis vraiment, de très bien écrire. Donc, des fois, je pouvais faire des trucs vraiment bien écrits. Ça me permettait d'avoir de très très bonnes notes sur l'écrit. Et quand j'arrivais en radio, je commençais à rapper là. Je ne posais pas mon texte. En télé, je me disais... Oh, flemme, je vais jamais travailler en télé parce que ça m'intéresse pas, j'aime pas les caméras, j'aime pas être vu, du coup, c'était vraiment un truc où je me disais, jamais j'aurais besoin de travailler en radio ou en télé. Moi, je sais que je suis là pour l'écrire et donc je vais écrire. Et je négligeais à foison mes cours de radio et de télé au point où je m'arrangeais toujours pour être à peu près moyen en radio. Je crois que j'ai eu un 13 une fois en radio lors d'un partiel, c'était exceptionnel pour moi parce que d'habitude je traînais là à 8, 7, vraiment, mais parce que je n'en avais rien à cirer, je me disais que ça ne me servirait jamais de ma vie. Pareil pour les cours de télé. D'ailleurs, j'ai un ancien prof qui est un journaliste sportif assez connu et il était très gentil avec moi, je me rappelle très bien au début, et il me disait mais tu peux le faire, pourquoi je peux pas le faire? Mais parce que dans mon cerveau je me disais j'en ai pas besoin frère, j'ai 17 en écrit, toi tu vas me donner un 10 et ça va plus jamais me servir dans ma vie, the fuck. J'avais une sorte d'arrogance sur le parcours que je m'étais fixé et je continuais bien sûr les interviews pour les artistes dans plein de médias. D'ailleurs à cette époque-là, Matthew Stone sort son album Libra et je fais une interview de lui et l'interview de Matthew Stone m'avait toujours marqué parce que je crois que j'étais le dernier à passer avec lui et je lui pose des questions sur des artistes et tout. Et à la fin, il me dit franchement, moi j'ai jamais vu quelqu'un me parler comme ça de R&B. Moi j'étais très gêné et tout, je dis ah ouais et tout. Il me dit franchement t'as énormément de talent et je pense que tu vas aller très loin et tout. Franchement n'abandonne jamais. Franchement je me souviendrai toujours toute ma vie qu'il m'a dit ça en partant. J'étais même ému, il me dit n'abandonne jamais, t'as un truc, moi j'ai jamais vu quelqu'un me parler comme ça de musique. Et j'avais passé peut-être 30 minutes avec lui à la fin de son interview et il m'a dit franchement c'est de ce genre de truc dont on a besoin. Ça m'a grave boosté, je suis rentré chez moi, j'ai posté l'interview et à l'époque c'était pas rémunéré. Tout ce travail que je faisais pour mon blog, encore une fois, c'est parce que j'avais pas à travailler à côté que j'avais la capacité d'alimenter mon blog. J'ai fini donc par avoir mes 2 années de journalisme, d'avoir mon master et à la fin de mon master, mon père émet une idée, il dit ouais mais en fait ton truc en journalisme que tu fais là, moi je pense que c'est pas ouf. Je pense que tu devrais essayer de faire un MBA ou un truc comme ça en communication digitale pour que ça te protège et que tu sortes pas totalement vide sur le marché du travail. Et donc du coup ça me laisse, comme vous avez compris, une nouvelle année, il me donne une nouvelle année de financement. Donc je me dis, donc je commence cette année de financement, qui est donc ma dernière, parce que là je capte que tout va se fermer, et je commence à chercher en même temps du travail, c'est-à-dire que j'envoie des lettres, je parle avec des gens que je connais un peu dans l'industrie, tout. L'année de master en communication digitale se passe super bien, d'ailleurs j'adore, en fait finalement, je me rends compte que c'est super ouvert, on fait des punch marketing et tout, et je kiffe vraiment tout ce domaine de la communication digitale que je me disais pas kiffer naturellement. J'adore tout ce qui se passe dans ces cours-là, vraiment. C'est une année extrêmement riche pour moi et j'ai de très bons souvenirs, même si j'étais souvent absent en vérité. Parce que j'étais en train de travailler sur mon blog et sur mon R&B. Mais j'ai beaucoup aimé cette année-là. Et vers la fin de l'année, justement, le stress commence à monter à moi. Parce que malgré le fait que j'ai déposé plein de lettres par-ci, par-là, je n'arrive pas à trouver de travail. Il faut savoir que je vis en colocation après avoir vécu dans un 10 mètres carrés, après avoir vécu ensuite dans un 20 mètres carrés. Là, je suis en colocation parce que j'essaie de réduire mes charges pour pouvoir maximiser mon entrée sur le marché du travail. Et là, je ne trouve pas. J'envoie des premiers CV par mail. J'essaie de contacter des gens que je connais en label qui m'ont un peu vu par-ci, par-là évoluer. J'ai pas de place. Ça a fait totalement enrager mon père. Et il faut savoir que dans ma relation avec mon père, il y a toujours une personne qui me défend, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère vit au village, chaque fois qu'il va au village, il lui dit à quel point je suis n'importe quoi et tout. Et des fois, lui et moi, on se dispute et tout, dès qu'il est avec elle. Et elle prend le téléphone et elle me dit que Stevie, mon fiston, il faut faire l'école et tout. Ma grand-mère parle pas super bien français, mais elle parle français avec moi, donc du coup, elle me dit franchement, fais l'école, tu es parti là-bas, tu pour t'amuser, regarde comment ton père est déçu de toi, il faut pas le décevoir comme ça, fais l'école. Mon père me dit, oui, il passe son temps à dépenser mon argent, je sais pas ce qu'il fout là-bas, on va te faire rentrer au Cameroun, et en vrai, je me disais, dans la situation dans laquelle j'étais, oui, tu peux me faire rentrer au Cameroun, mais ça va pas faire en sorte que je trouve du travail. J'étais toujours dit que ta filière était bouchée, j'étais toujours dit que tu n'avais rien à faire là-bas. Je pense qu'il y avait une part de déception, mais il était aussi fier de dire, regarde, moi, le directeur d'université, je t'ai toujours dit que t'étais dans le trou, tu m'as fait dépenser des millions pour rester dans ce trou, et au final, regarde-toi, test d'ADN.
Et là, j'ai donc mon master. J'ai fini mes études et j'en ai fait quand même, voilà, j'ai ça quand même 6 ans, 6 ou 7 ans, je sais même plus exactement. La préfecture, je suis étudiant étranger à l'époque, donc plein d'étudiants étrangers peuvent comprendre. Ça veut dire que j'ai une année pour trouver du travail. Et si je ne trouve pas de travail pour cette année-là, bah en fait, il faudra effectivement que je rentre parce que, voilà, je suis pas non plus venu bouffer la sécurité sociale des gens. Marine Le Pen a bien parlé. Donc j'ai très peu de temps pour me décider. Et là, mon père me met un second pouls. Il me dit, bon, maintenant que tu as ton truc, moi, ce que je vais faire, c'est que les 6 prochains mois, maintenant que tu as ton diplôme et tout, je vais te diminuer tes revenus de 100 € chaque mois qui passe, jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Et le jour où tu n'auras plus rien, c'est ton problème. Mais tu te démerdes. Le stress monte en moi. Et donc, du coup, j'ai un pote qui s'appelle G, qui est aussi un passionné de musique et tout. Et finalement, j'ai cette idée de faire un CV original. Mon CV original, c'est ça. On prend un vrai vinyle, on le découpe. On met donc mon nom. On met un QR code, parce que là, quand vous tapez là, il y a un QR code. On met mes informations. Du coup, si tu mets le QR code, et nous sommes en 2016, 2015, je sais plus, en tout cas dans ces eaux-là. Donc, c'était pas non plus hyper hype, les QR codes à l'époque. Je trouvais ça original. Si tu fais ça, tu as le QR code, tu as le CV sur un site et tout, avec la lettre de motivation. J'explique tout ce que j'ai fait, Music Feelings, mes années de journalisme, mon master en communication, tout. Et j'explique, voilà, mon petit truc. Et en fait, c'est un vrai vinyle parce que sur cette version, si vous allez comprendre pourquoi, derrière, sur les autres versions, il y a ma lettre de motivation. Sur cette version, s'il n'y a pas, elle est plastifiée sur les autres versions. Ce que je fais, c'est que moi-même, je le dépose dans les labels. Je me rappelle que je choisis justement 7 labels. Très souvent, je me déplace moi-même. Je viens avec mon CV vinyle, je déplace ça là. Et je me rappelle que l'une des fois ça avait beaucoup surpris la dame, c'était chez Naïve. À l'époque, Carla Bruni était signée chez Naïve. Et j'étais arrivé avec mon CV déposé, tout. La meuf avait trouvé ça trop original et tout. Et je me suis dit que comme elle a trouvé ça super original, peut-être qu'on va me rappeler, on m'a jamais rappelé. Et je vais vous la faire courte. Donc, du coup, parce que vous l'aurez compris, aucune de ces maisons de disques ne m'a jamais rappelé. Je crois que j'en avais fait 9. J'en ai envoyé donc du coup à 7 maisons de disques. J'ai déposé une chez Naïve et j'en ai envoyé la 9e dans une télévision. Pour moi, la dépression commence parce que je continue à faire Music Feelings et tout. Et en plus, je le fais plus parce que je n'ai plus de cours et tout. Donc, je travaille à fond dessus. Bonjour, j'ai suivi de Music Feelings, en fait. Mais de l'autre côté, en fait, j'ai de moins en moins d'argent. Mon pote est obligé de m'émerger dans cette période-là parce que vu que mon père m'enlève, je vais payer mon loyer, tout, je suis obligé de quitter la coloc pour pouvoir vivre pendant quelques temps avec mon pote. Et je cherche des idées pour pouvoir m'en sortir, en fait. C'est la galère. Je ne sais pas comment faire, je sais pas quoi faire et je suis au bout du rouleau, surtout que mon plan s'effondre sous mes yeux et je me dis mais je sais de quoi je peux parler de plein de choses, je me connais quand même bien, j'ai un bon CV, machin. Pire encore, un jour que je n'oublierai jamais, un abonné à moi m'envoie un message. Je n'oublierai jamais ce truc. Parce que le gars est toujours signé dans la même maison de disques. Et j'ai rien contre cette personne. Sauf qu'il m'envoie un message, il me dit, franchement, voilà, je vais te dire que ton site est exceptionnel. Et je me rappelle que c'était pendant la période, et je crois d'ailleurs qu'il s'occupait de cet album-là, Selena Gomez The Revival. Vous savez, là, Selena Gomez, il s'en occupait. Et en fait, il m'envoie un message, il me dit, franchement, vraiment de manière spontanée, je crois qu'il connaît pas ma vie, en fait. Mais il m'envoie un message en inbox que j'avais archivé, il me dit, franchement, merci beaucoup, j'adore ce que tu fais et tout. Et il avait déjà envoyé un message avant. Donc en gros il relance en disant et grâce à toi franchement j'ai appris énormément de choses sur l'industrie. Là j'ai décroché mon travail dans une major et tout, il me donne le nom de la major et tout et franchement c'est en grande partie grâce à ce que tu fais, bravo, tout. Les gens, j'ai lu le message peut-être 5 fois, j'ai failli pleurer, je me suis dit mais comment c'est possible? Le gars il m'envoie ce message pour me dire merci. Moi, qui suis capable de lui apprendre des choses, moi, je n'arrive pas à trouver de travail. Ma vie devient un cauchemar. Mes soirées ressemblent à l'hymne national de Fergie. Puis, un pote à moi que je connais très bien, qui est un gros fan de R&B, je le connais depuis MSN et tout. On parlait de R&B depuis des années. Me propose de travailler chez ThinkZig. ThinkZig, c'est un label qui s'occupait de Imani et notamment de Fada Freddy. Et donc à l'époque, franchement, c'est ma première expérience à label et c'est une expérience extraordinaire pour moi parce qu'en vérité, ce que je retiens avec le recul des petits labels, c'est le fait que tu puisses tout faire. Tu dois savoir un peu gérer les contrats. Moi, j'étais censé m'occuper du marketing digital, mais du coup, je faisais à peu près tout. Il y avait plein de petites choses à faire dans ce label indépendant-là. Et donc, du coup, le simple fait d'être entré là-dedans, ça m'a rassuré sur le fait de me dire « Ah, à travailler en label là, il faut que je continue et tout. Sauf qu'à la fin du truc, alors que je travaillais plutôt bien, on n'a pas renouvelé mon contrat. Peut-être parce que j'avais dit au patron il avait dit un jour que Whitney Houston était une choriste. J'étais pas d'accord, je lui avais dit que non, Whitney Houston peut être une choriste parce que si je dis que Whitney Houston est une choriste, que sont les artistes de ce label? Mon Dieu.
Oui, ma bouche mérite ça. Mais ce fut de mes meilleures expériences parce que j'ai appris plein de choses et en vérité, au-delà de simplement les stratégies marketing des artistes, le simple fait de pouvoir lire un contrat, le comprendre et ce genre de choses, je ne l'aurais jamais fait. J'avais pas été dans un label indépendant. Si j'étais passé en major, j'aurais peut-être été resté dans le truc marketing, machin, ou alors peut-être en DA. Là, c'était super passionnant pour moi. Et suite à ça, je travaille dans un autre label indépendant génial pour moi qui s'appelle No Format. Je vous parlerai d'eux plus longuement un jour parce que je trouve qu'ils méritent qu'on parle d'eux. Ils ont une stratégie qui pour moi était avant-gardiste, c'est-à-dire que c'est le label, le format. C'est pour ça que c'est pas de format, le label. Quasiment toutes les photos du label sont dans le même format. Ils vont avoir plein d'artistes indépendants, alternatifs ou afro qui rentrent dans ce format-là. Et après, on s'abonne au label. Et chaque mois, chaque sortie, on les reçoit. C'est-à-dire que c'est le système du streaming mais avec le physique et franchement c'est super bien fait, c'est très quali ce qu'ils ont fait et donc du coup j'ai beaucoup aimé bosser avec eux aussi parce que justement c'était une autre approche. J'étais avec eux en indépendant, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec eux pendant très longtemps mais j'étais en indépendant et le fait d'avoir travaillé avec eux en indépendant, je me suis dit peut-être que je devrais moi-même peut-être donc du coup commencer à créer ma propre petite structure. Et j'ai donc commencé avec une amie avec laquelle j'avais été en dernière année en MBA de communication. J'ai commencé à bosser avec elle en lui disant est-ce que ce serait pas cool qu'on essaie de trouver une agence. Moi je suis un daltonien, c'est-à-dire que j'y connais rien en style, mode et tout. Elle est super forte. Je me suis dit bon, moi ce que je vais faire c'est que on va choisir, sélectionner pas mal d'artistes français et je pense que mon erreur, vraiment grosse erreur que j'ai retenue avec le recul, c'était que je m'étais dit qu'on allait prendre plein d'artistes qui étaient justement sortis de télécrochet, genre qui avaient des petites notoriétés, de voice et ce genre de trucs et on allait leur proposer à chaque fois des stratégies marketing structurées, tout, essayer de travailler que sur le long terme, retravailler leurs images pour pouvoir les rediriger vers des publics. Et on a eu des rendez-vous avec plein d'artistes, enfin pas plein d'artistes, enfin une dizaine quand même, et à chaque fois on est venu avec des stratégies structurées, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je venais en disant, voici comment moi je vois le long terme. On pourrait faire ça, on pourrait changer de direction par rapport à ce que tu as fait en amont, on pourrait donner ça comme nom à tes fanbases, voilà comment il faudrait que je t'exprime sur les réseaux sociaux. J'avais quasiment tout un espèce de fichiers que je donnais de 20 ou 30 pages à chaque fois en fait avec tout ce que je venais en mode on va travailler avec toi et on va pas forcément gagner d'argent au début mais moi ça me permet de faire la main et on va continuer. Et on avait notamment travaillé sur 3 d'entre eux et ça a été beaucoup de stress, pas parce que les idées, et ça c'est vraiment avec beaucoup de modestie que je le dis, qu'on avait n'étaient pas bonnes, mais c'est parce que j'ai compris en les côtoyant les dangers de ce que c'est que TF1 et la télé en fait. C'est-à-dire que en fait ça te donne une totale fausse image de qui tu es. Sauf que c'est quand même un peu qui tu es, c'est-à-dire que tous ces gens qui t'ont connu via TF1 et tout, c'est quand même un peu qui tu es, même si ce n'est pas qui tu es. Vous avez 4 heures. Donc pour eux c'était très difficile quand je lui disais, par exemple, je me rappelle très bien d'un qui faisait la première partie du mari de Christian Mial à l'époque un peu, et je me rappelle que je lui disais tout le temps, ce serait cool que tu changes parce que cette musique là ne va pas t'aller, il faudrait que tu ailles vers quelque chose de plus afro, et on était en 2015-2016. Je me rappelle quand je lui disais ça. Bifurque, parce qu'en plus, tu as encore une hype, les meufs t'aiment sur ce créneau-là. Et je pense que c'est pas encore super ouvert. Je me rappelle que Passy venait de sortir la compile afro. Il était retourné, je crois, chez Warner et tout. Là, il sortait une compile afro. Je lui disais, franchement, il y a quelque chose à jouer là-bas. Il avait pas encore Taïk et tout ça. Je me rappelle que ça a été super difficile pour lui de le comprendre parce que, et ça c'est pas une critique méchante, hein, il avait juste ce truc de se dire, mais mon public de TF1, comment on va faire? Et finalement, je me rappelle que j'avais même eu jusqu'à discuter avec sa manageuse de l'époque qui me trouvait pas agréable parce que justement je voulais leur faire changer de truc. Et au final, j'avais abandonné parce que au bout de plusieurs, je crois, mois ou semaines de discussion, ils avaient dit que finalement ils allaient rester sur ce qu'ils voulaient et qu'ils allaient sortir un single beaucoup plus pop. Et cette expérience-là avec toutes ces personnes-là fut un échec. Mais je pense qu'elle a été un échec, pas parce que les personnes n'étaient pas bien, pas parce que j'étais non plus un super génie qui allait changer leur vie, parce que j'imagine aussi que pour eux, voir juste un blogueur comme ça, qui a une petite notoriété, mais voilà, qui j'étais pas sur YouTube et tout, donc voilà, c'était un peu compliqué pour eux de confier leur carrière. Mais je pense aussi que ça venait de mon choix. Mon choix était de se dire, bah je prends des gens qui ont déjà une certaine notoriété, parce que voilà, j'avais aussi le problème de me dire que est-ce que si je commence au début, j'ai pas beaucoup d'argent, tout, est-ce que je vais m'en sortir? Et je pense que ce choix-là a été une erreur de ma part, parce que finalement, ces personnes-là, bien que très talentueuses, n'étaient pas du tout prêtes à faire des recadrages à 180 degrés qui pour moi étaient quand même essentiels pour pouvoir restructurer leur carrière. Enfin, je sais pas si je suis clair. Un matin, j'étais complètement sonné. C'est-à-dire que j'en avais marre de cette vie totalement instable que je vivais. Et je me disais, putain, est-ce que peut-être mon père a raison, finalement, j'ai raté ma vie. J'ai envoyé mon CV dans une télévision. Une télévision, j'avais d'ailleurs envoyé le premier CV que vous avez vu là. J'avais envoyé ce CV-là. À l'époque, j'avais pas eu de réponse. Là, j'ai envoyé mon CV et j'ai réussi à avoir une réponse. Et j'ai commencé à travailler avec eux.
C'était à la rédaction à l'époque, je m'en souviens. Et franchement, c'était cool. Il y avait beaucoup d'interviews à faire. Justement, j'en ai encore fait pas mal. J'ai d'ailleurs revu Eric Bennett à cette occasion. J'ai fait plein d'interviews, Gianni. Enfin, j'ai eu l'occasion, justement, en travaillant avec eux, de faire d'autres interviews, d'apprendre aussi d'autres choses sur le montage et tout. Mais je trouvais que la rédaction était quand même parfois assez désorganisée, des trucs un peu ouf. Salut, c'est Izzy Kenenga, artiste martiniquais. Mais je me disais, j'étais pas non plus bien payé, donc je me disais, bon, je reste le temps de savoir ce que je vais faire et d'avoir une petite stabilité quelques mois. Et je vais voir ensuite. Mais au bout du 2e mois et demi, comme ça, un jour, je suis comme ça dans le bureau, à la rédaction, du coup, attendez. Et une des filles des RH descend, et elle me donne ça. Peut-être que maintenant vous allez comprendre. Elle me donne ce truc. Je lui dis, ok, mais pourquoi Elle me dit, la dame de la RH a dit qu'elle avait reçu ça, qu'elle avait adoré ton truc, mais à l'époque, c'est vraiment vrai ce que je vous dis. Elle dit, la fille de la dame du 2e, je sais plus comment elle s'appelait, bah voulait le poste, donc du coup on te l'a pas donné, mais elle avait beaucoup aimé, donc elle l'a gardé. Et maintenant qu'elle sait que je travaille ici, dans un autre poste en bas, elle te le renvoie ton CV. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer ce truc, c'est un des moments les plus forts de ma vie. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quand elle m'a donné ce CV, comme ça là, parce que je l'avais pas, j'avais pas d'exemplaire, j'en avais que 9 et je les ai tous envoyés. Et quand elle a renvoyé ça comme ça, qu'elle avait renvoyé, elle avait déplastifié la lettre de motivation et tout, et qu'elle me l'a renvoyé, comme ça, et en disant que oui, bah en fait il était très très bien, mais la femme du 2e, sa fille et tout, ça a été comme, je sais pas comment vous expliquer ça, un électrochoc en moi. C'est comme si j'étais sorti d'un coma. Je suis rentré chez moi, j'ai repris le même CV, j'ai supprimé toute mention de Music Feelings. Non, pas de Music Feelings, de musical. Je me suis refait un CV en disant, j'ai fait une école de journalisme, j'ai un site qui est plutôt bien vu, pas forcément de musique, je sais gérer les réseaux sociaux, j'ai fait un MBA en communication digitale, je suis talentueux par rapport à mes compétences et j'ai pas envoyé ça à quoi que ce soit musical, j'ai envoyé ça à plusieurs chaînes de télévision, j'ai envoyé ça comme ça. La semaine d'après, j'avais 2 entretiens. C'est-à-dire que ce que j'avais jamais eu en label, avec toute la compétence que j'avais depuis quasiment 10-15 ans, je l'ai eu. Ça veut dire que j'ai eu là 2 entretiens. 2e entretien, c'était justement avec France Télévisions au service des replays. Et je me rappelle que c'était un mardi. Ils m'ont dit, ouais, on aimerait que tu commences lundi. Je me suis dit, quoi? Et les gens, je suis rentré dans la chaîne de télévision avec tout le respect que j'avais pour le rédacteur en chef, tous les respects. Je leur ai dit, franchement les gars, il faut qu'on se débrouille parce que lundi, je pourrais plus être là. Et je suis parti le lundi. J'ai dit adieu à mon rêve à ce moment-là de travailler dans la musique et j'ai choisi de pouvoir payer mes factures. Et en plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai adoré travailler chez France Télévisions. Ce chapitre de ma vie s'appelle Après la tempête, ou presque. Pourquoi ? À partir de ce moment-là, j'avais une sorte de stabilité financière. Donc je pouvais me payer des choses, tout. Mon père me parlait quasiment plus, quasiment rarement. Des fois, il se souvenait que j'existais, mais il me parlait plus. Et j'ai commencé donc du coup à faire mes petites économies. Et d'ailleurs, la première fois que je rentre au Cameroun, je ne lui dis pas. C'est-à-dire que lui, il sait que je suis dans ma galère là-bas et tout. Et en fait, je prends un billet d'avion, je rentre et tout. Et je dis à ma belle-mère 2 jours avant que je serai là, elle vient me chercher à l'aéroport. Et en fait, mon père est dans sa chambre comme ça en train de regarder la télé. Et il me voit seulement entrer. Et je me rappelais toujours de son expression parce que il commence à dire mon fils. Et il est limite les larmes aux yeux. Il se demandait comment j'ai fait pour arriver là. Et j'étais très fier de lui avoir fait ça parce que c'était un changement de paradigme. Il se disait il est en galère et tout. Et j'avais quand même réussi maintenant du coup à me stabiliser, à continuer à travailler exactement comme je voulais parce que France Télévisions me permettait effectivement de m'épanouir dans le sens où on était au service des replays, beaucoup de programmes et tout. Mais de l'autre côté, ce qui était intéressant, c'est que pour moi, je pouvais à la fois faire ça et à la fois continuer à travailler sur Music Feelings parce que je parlais toujours de musique, je faisais toujours les interviews, je faisais toujours des chroniques. Je me rappelle qu'à l'époque d'ailleurs, Willy Denzel me contacte et franchement gros big up à Willy parce que il me contacte parce qu'il devait sortir
un EP, et c'était aussi dans cette période où One Dance de Drake cartonnait, je m'en souviens très bien, et Willy me contacte, il me dit ouais franchement et tout, j'arrive chez lui, et j'écoute les maquettes de Willy, et franchement, je vais vous dire quelque chose peut-être qu'il va pas apprécier. Moi, je pense que l'une des choses qui bloque la carrière de Willy Denzey, c'est l'hésitation. Parce que je trouve qu'il avait un beau projet, franchement, je me rappelle, il avait un beau projet à l'époque. Et à l'époque, il voulait le sortir 2 semaines après qu'on s'est rencontrés, et je me rappelle que 7, 8, 9 mois, il a toujours pas sorti. Maintenant, je veux qu'on se sauve de ce... En revanche, il y avait beaucoup de beaux titres dans son projet. Il y avait une chanson qui ressemblait justement un peu à One Dance, mais globalement le projet était assez cohérent. Finalement, il n'est plus jamais sorti. Je pense que le disque dur de Willy Denzey doit avoir au moins 8000 chansons. Je suis sûr et certain de ce que je vous dis. Parce que les soirs, simplement, on s'est vu, il y avait au moins 100 chansons qu'on a écoutées. Maintenant, faut que ça bounce, le mur du son. Je pense d'ailleurs que lui aussi, à une échelle différente, a souffert de son statut d'artiste populaire des années 2000, dans le sens où c'est un stress personnel qui doit faire en sorte que, à un certain moment, je te dis oui, comment les médias vont recevoir, comment le mainstream, est-ce que je dois m'accorder avec le mainstream, alors que finalement, et comparativement, je ne vais pas les comparer négativement, mais si vous prenez Nov n'avait pas ce truc-là. Nov n'avait pas ce truc-là parce qu'il n'a jamais été gros dans les années 2000 ou une grosse pop star et tout. Et donc, de fait, ça te permet de construire plus facilement. Je parle mentalement. Alors que quand tu viens de quelque chose de très fort, des fois, tu peux avoir plus de mal à te dire je repars du bas pour reconstruire. Et je trouve que dans le cas de Willy, c'est un peu dommage quand même. C'est pour ça que j'espère que, vu le retour un peu de la nostalgie et tout, peut-être que vous allez le voir en concert bientôt et tout, enfin, s'il organise ce genre de choses, en tout cas, si c'est structuré, il a de la matière, Willy. Et dans cette période-là, justement, je commence à faire du consulting pour plusieurs artistes par-ci, par-là. Et l'une des choses que je me dis en vérité, c'est que, et c'était le message que m'avait envoyé ce CV renvoyé, c'est que finalement, j'ai plus de facilité quand je me présente en tant que... Bizarrement, je me présente en tant que garçon qui a fait des études et qui peut vous établir un plan de communication, qui peut vous parler de stratégie digitale et ce genre de choses. J'ai plus de facilité à me faire embaucher que quand j'explique, et pourtant c'est ce que je fais quasiment toutes les journées, que je connais tout sur la musique, que je peux parler de musique pendant de toute ma vie, bah j'ai moins de facilité à entrer. Donc j'ai dit ok, c'est pas de souci. Bah là, j'ai commencé à envoyer mes CV dans plein de trucs pour faire des gigs. C'est-à-dire que j'ai donc commencé à travailler pour le Pass Culture. J'étais social media manager pour le Pass Culture le week-end. J'ai eu un gig aussi à la Poste. C'est-à-dire que j'ai été le community manager de la Poste tous les week-ends pendant je sais pas combien de temps. J'avais un gig chez eux. Donc du coup, peut-être que vous m'avez parlé à la Poste un week-end, mais c'était moi et c'était un autre truc. En plus, ce que je faisais, c'est France Télévisions. J'ai commencé à avoir des petits gigs par-ci par-là chaque fois que j'avais du temps libre parce que je me disais que j'étais capable de le faire et que ça me rassurait finalement. Quelque part, je dois aussi le dire sur mon ego et sur mon niveau, je me disais, en fait, si je peux travailler chez Public Sénat peut faire appel à moi pour faire une stratégie digitale, refaire toutes leurs mini à YouTube et ce genre de choses, si je peux faire ça, ça veut dire que en réalité, je suis pas nul, c'est juste que c'est l'industrie qui ne me comprend pas, et bon, tant pis, c'est pas très grave, je m'épanouis ailleurs. Ça a duré comme ça pendant des années, c'est-à-dire que ces années-là, et je travaillais, je voyais quasiment pas ma famille, j'étais à fond dans mon boulot. Et un jour, il y a une amie à moi qui travaille aujourd'hui à Londres qui m'appelle, qui me dit il y a un poste chez un gros label là, je pense que c'est fait pour toi. J'ai dit ah ouais, je dis franchement, tu sais que moi je veux plus travailler là-bas et tout. J'avais déjà eu une expérience que je vais vous raconter dans une autre vidéo. 5 mois dans une major, je vous raconterai ça dans une vidéo précise. Pourquoi ces 5 mois étaient précis. Mais là, elle me dit il y a cette major là, c'est un poste exactement, je pense que si tu vas là-bas, tu vas tout faire, tu vas tout déchirer. Et donc du coup, il faut que tu y ailles. Je dis ok. Moi, je voulais pas y aller. Je crois que c'était 2019 ou 2000. En fait, je venais de lancer la chaîne YouTube ou alors j'allais la lancer en fait. C'était un truc comme ça. Mais en gros, je pense qu'il m'avait présenté là-bas comme blogueur et tout. Finalement, donc du coup, moi qui voulais pas aller à l'entretien, je vais à l'entretien. J'arrive à l'entretien et tout. Je lui dis bonjour. Et en plus, c'est les locaux que je connais bien. Je me rappelle que le rendez-vous se passe dans un endroit où j'avais interviewé Khalid, le chanteur Khalid à l'époque. Donc du coup, je trouve ça marrant. Et donc du coup, je tombe sur ce monsieur qui d'ailleurs venait de la télé. C'est intéressant d'ailleurs qu'il venait de la télé et tout. Et en fait, ça a été l'un des rendez-vous. Franchement, j'ai rien contre la personne, parce que peut-être que la personne tombera dessus, et je pense d'ailleurs que peut-être, voilà. Mais c'est pas un truc de personne, je suis pas en train d'attaquer quelqu'un et tout. Mais ça a été l'une des entrevues les plus désagréables de toute ma vie, je suis obligé de le dire, parce que c'est vrai. En fait, je suis arrivé, je me suis assis, et en fait, dès que je me suis assis, il a dit... oui, on m'a dit que vous êtes blogueur, j'espère que vous venez pas ici parce que vous pensez que vous allez voir Alicia Kezo, non. Il a dit Alicia Kezo, Mariah Carey dans les couloirs, et trucs comme ça. Pardon ?
Pardon? Et quand il a dit ça, mon esprit s'est dit, who the hell do you think you are? And who the hell do you think I am? Oh, c'est trop. On peut pas accepter. C'était mal parti. Oui, clairement, ça a très mal commencé. Non, c'est music feelings, not groupie feelings. You better stay calm, boy. Et donc, du coup, je lui dis pas du tout et tout. Et les questions étaient très, franchement, limite méprisantes. Enfin, franchement, je dis la vérité. Limite, je crois qu'il s'est dit que comme on m'avait fait venir en tant que, peut-être on lui avait dit que j'étais blogueur et tout, enfin, il s'est dit que, voilà, j'étais un débile mental. Je crois qu'il doit se dire ça et que voilà, ou voilà, je sais pas. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, putain, toutes les fois où j'ai voulu un entretien, on m'a dit qu'il fallait que je sois pistonné. J'ai pas été pistonné. Là, cette fois-ci, entre parenthèses, on m'envoie en tant que blogueur dans une sorte de piston. Et là, d'un coup, on me méprise par rapport à ça. Mais du coup, parce qu'il ne regarde pas ce que je fais ou quoi que ce soit, il me prend de haut. Mais bon, moi, je reste calme, j'explique ce que je fais et tout. Et après, il me pose des questions. Franchement, je pensais que je répondais de manière structurée, calme et tout. Après, il me dit, ouais, là, je crois que c'était Lafouine. Il me dit, oui, c'était Lafouine. Il dit, ouais, Lafouine va sortir un projet bientôt, là, et tout, et tout, et tout. Quelle stratégie marketing peux-tu nous proposer? Moi, j'ai connu les albums de Lafouine. Si vous regardez mon blog, il y a plusieurs chroniques de quasiment tous les albums de Lafouine, drôle de parcours et tout. Et je lui dis, oui, Lafouine a du mal depuis quelques années, et donc, du coup, pour que je puisse te proposer une stratégie digitale, faudrait que j'écoute l'album. Enfin, parce que je sais pas vers quoi il va, en fait. Limite, ça aurait été un artiste qui vient de sortir des albums et que je visualise musicalement, je pourrais te dire, là, Lafouine, je peux pas te dire. J'aimerais écouter, parce que si je te dis quoi que ce soit, ça va pas coller à Lafouine. Moi, je préfère qu'on écoute le projet, je comprends ce que Lafouine veut faire, ce qu'il veut dire, et donc, du coup, là, je te propose quelque chose à faire. Là, je peux pas te proposer quoi que ce soit sur Lafouine et tout, et tout, et tout. Et là, il me répond, bah, t'aurais pu me proposer de faire ça. Tu vois, Orelsan a envoyé le truc iPhone, t'aurais pu proposer qu'on fasse ça. Et quand il a dit ça, je me suis dit, hey, vivement que toi tu quittes devant mes yeux. Et il a rajouté un autre exemple encore en disant, je me suis dit, non mais ça c'est vraiment les labels français, c'est-à-dire que quelqu'un copie une stratégie sans la comprendre. Je lui explique moi que, bah oui, que Travis Scott ou que Orelsan fasse ses stratégies, oui, ça fonctionne pour leur audience, mais du coup, si on veut que la stratégie fonctionne sur Lafouine, on devrait écouter ce que Lafouine fait. Je peux pas te... Enfin, pour moi, ça me semble tellement logique le fait de ne pas comprendre et de nous expliquer que non, en fait, il fallait que je lui propose des stratégies qui ont été faites pour qu'on recopie. Je lui dis, mais moi, je connais les stratégies qui ont été faites. C'est pas que je ne connais pas les stratégies. C'est débile. Enfin, ça me semblait tellement débile. Et quand je me suis rendu compte que, les gars, j'ai travaillé, j'ai fait des gigs pour le ministère de la Culture, pour le ministère de l'Enseignement Supérieur, pour tout ce avec lesquels j'ai travaillé, je me suis jamais retrouvé dans une situation comme ça. C'est-à-dire, je me suis dit à la fin de l'entretien, mais the fuck. Et à la fin, il me dit, ok, comme tu dis que tu veux écouter les choses avant, il y a plusieurs artistes du label là qui ont des trucs et tout et tout et tout. Ce serait cool que tu nous envoies des stratégies marketing pour ces artistes-là. Donc, il me donne un devoir à la fin de l'entretien. Ah putain. Ça m'a tellement énervé. Mais je suis rentré chez moi. Et j'ai repris ce que j'avais fait pour les... Vous savez, les artistes de ma fausse agence là. J'ai repris le schéma. J'ai écouté tout. Je me rappelle qu'il y avait un artiste qui s'appelait Slim Lesio et tout. J'ai tout écouté toute la nuit. Je me rappelle que 7h du matin 30, il avait tout reçu. Sur tous les artistes là. Tout ce que je pensais. Tout. Et j'ai écrit. Je leur ai me donné des noms à leur fanbase et tout. Comment... J'ai tout fait. J'ai envoyé. Et 2 semaines après, je crois que c'est son boss qui m'a rappelé pour la suite. Et en fait, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, j'y suis jamais allé. Parce que le même jour où ils m'ont rappelé pour pouvoir continuer sur ça, bah France Info, chez lesquels j'avais postulé, m'avait proposé un poste. Et je suis parti chez France Info. C'est-à-dire que j'ai plus jamais décroché leurs appels. J'ai répondu par message à leur boss, mais j'ai plus jamais décroché leurs appels. J'ai eu plusieurs mails et tout. J'y suis plus jamais allé. J'avais juste besoin de leur dire que oui, I can do that, and bye. Ce chapitre de ma vie s'appelle « Le cœur parle en chuchotant ». Bref, suite à ça, vous êtes arrivé dans ma vie. Quand vous êtes arrivé dans ma vie, j'ai continué à travailler chez France Info, ensuite chez Arte. Et d'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs qu'eux ont découvert que vous étiez dans ma vie parce que petit à petit, ma chaîne YouTube a monté. Et j'étais fou de ma chaîne YouTube au début. Vraiment, j'étais... Waouh, je travaillais comme un fou et je faisais beaucoup de choses à l'époque justement parce que je travaillais vraiment.
Et je travaillais pas encore, je vivais pas encore de YouTube. Et souvent, justement, comme j'avais plein de trucs à faire, plusieurs des vidéos que vous avez découvert et aimées sur cette chaîne, il faut savoir que des fois, ils ont été trouvés à 3h du matin, à 2h du matin. Je crois que la vidéo sur Ashanti est tournée de tard 2h30. Je rentrais fatigué après avoir fait plein de petits trucs. Et peut-être pour France Info, pour machin, pour Public. Et après, quand je rentrais, je me disais, allez, vas-y. Et le fait que vous vous aimiez et tout, je disais à une pote, peut-être qu'un jour, et je n'y croyais pas du tout quand je lui disais ça, je disais que, elle me disait, mais on te voit jamais, je voyais plus mes amis, ni ma famille et tout. Et je disais, ouais, mais peut-être que je travaille comme ça, peut-être qu'un jour, j'aurai plein de trucs dans mon CV. Et du coup, si je dois travailler sur la musique, un jour, ça me servira après. Et je n'y croyais pas en lui disant, mais je travaillais à fond. D'ailleurs, à l'époque, justement, Barack Adama et plusieurs autres me contactent pour faire une émission qui était censée être une émission, justement, une espèce de talk show avec des artistes. Et on bosse dessus à fond. Et je me disais, putain, c'est la fin de mon chapitre. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est mon Disney. Et en 2021, justement, arrive mon anniversaire. Peut-être que certains s'en souviennent. J'en fais des tonnes pour mon anniversaire parce que je suis fan de mon anniversaire. Mon père est né le 19 avril, ma mère est née le 11 avril, je suis né le 30 avril, donc du coup pour moi c'est exceptionnel et tout. Et donc du coup cet anniversaire arrive et je commence à faire je refais des pochettes albums et tout. Et je vous fais la première vidéo où je vous parle de moi, qui date justement d'il y a 3 ans, ça passe vite le temps. Et dans cette vidéo je vous parle de moi, je la tourne, je m'en rappelle très bien, le 29 avril. Et il y a une effervescence et tout, parce que je fais plein de trucs sur les réseaux sociaux, les gens sont réceptifs et tout. Tout le monde me souhaite joyeux anniversaire de fou, déjà, enfin bref. Mais je la tourne le 29 avril, je la poste le 30 avril, et dans cette vidéo précisément, il y a un moment qui n'est pas le même plan que les autres. C'est-à-dire que je tourne la vidéo, et après, je reviens, je remets ma caméra, et donc du coup, le temps et le plan n'est pas le même, pour dire... merci à ma grand-mère. Les CD, je les refaisais moi-même. La fois aussi où je vendais les compiles de R&B, je compilais moi-même. Grand merci à ma grand-mère parce que, effectivement, c'est ma grand-mère qui a réussi à faire en sorte que je devienne un as de la corruption. C'est grâce à ces sous, notamment, que je pouvais passer entre les mailles du filet et m'en sortir. Donc, un gros big up à elle parce que elle s'en fout totalement de Music Feelings. Elle ne sait absolument rien de qui est Aretha Franklin, Usher, R. Kelly. Tous ces gens-là, elle s'en fout. She just love me. Et merci pour ça, en fait. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais sans avoir jamais revu cette vidéo parce que je l'ai jamais revu, je me souviens très bien de ce plan parce que je l'ai monté. Donc je tourne ça, mais pour moi c'est le bonheur. Enfin, je veux dire que c'est ma revanche limite sur une partie de ma vie. Et le 30 au soir, mon père m'envoie quand même un message, me dit je crois que ta grand-mère va pas super bien. Quand il me dit ça, ça me reste en tête. Mais je suis avec des amis justement dans ce salon-ci, on mange. Ma pote avait fait un gâteau d'anniversaire en plus avec mes effigies. Enfin bref, c'était trop marrant. Incroyable. Wow, putain, je suis choqué. Incroyable. Et tout le monde part chez lui. Quand tout le monde part chez lui, tout le monde rentre, mon frère rentre et tout. Le lendemain, vers 5h du matin, mais pendant que les réseaux sociaux font qu'on m'envoie plein de messages, les gens font... Je crois que c'était une des cagnottes où vous m'aviez donné beaucoup d'argent pour mon Tipeee sur cet anniversaire, peut-être 3000 € de Tipeee, enfin c'était ouf ce que vous avez fait pour cet anniversaire-là. Et en fait, le matin, quand je me lève vers 6h, mon père m'appelle. Et en fait, c'est un des appels les moins parlants de notre vie. Parce qu'il m'appelle, il me dit « Oui, bonjour Stevie ». Je lui dis « Bonjour papa ». Il me dit « Ok, ta grand-mère est décédée ». J'ai dit « Ok papa ». Il me dit « Ok, je voulais te dire ça ce matin. Ok, donc voilà, on va organiser les choses et tout ». J'ai dit « Oui papa ». Il me dit « Ok. » Et c'est tout. L'appel a duré quelques secondes, nous savions tous les deux. On avait perdu notre tampon, c'est-à-dire que c'était la fin d'une époque et c'était extrêmement douloureux parce que justement je crois que je l'avais dit qu'à une amie en fait finalement, c'est-à-dire que vu que tout le monde était heureux pour moi, tout le monde m'envoyait des messages, en fait j'avais organisé mon bonheur, donc oui, tout le monde fêtait mon bonheur, donc... Happy birthday to you, Stevie. Salut Stevie, c'est Humphrey, j'espère que tu vas bien. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire. Dédicace à mon gars sur Stevie, on est ensemble, ça bouge pas. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire à toi. Du coup, je pouvais pas dire genre, mais en fait, je suis triste, je pouvais pas vous dire à vous, je suis triste. Et donc, du coup, j'ai joué le bonheur et ça m'a ramené à mon statut, c'est-à-dire que cette espèce de personne qui, quand le bonheur se rapproche trop, bah en fait, il va forcément y avoir de la pluie. C'est la chanson de Céline Dion, je ne fais pas partie de ces personnes à qui... Mais comment font ces autres à qui tout réussit? C'est la chanson de Céline Dion. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. Et attention, je comprends le concept, enfin l'idéologie même de se dire qu'une grand-mère, ça décède, enfin voilà, elle avait plutôt 80 ans.
c'est plus parce que c'était la mienne déjà, donc du coup c'est toujours différent, mais aussi parce que voilà, le contexte autour faisait que ça me ramenait à ce truc de se dire que finalement tu fais tout ça pourquoi. Et d'ailleurs c'est pour ça que sur ce moment-là j'ai arrêté tout, c'est-à-dire que le projet même que j'avais d'émission avec les baraques et tout ça, je me suis mis en retrait parce que j'avais besoin de temps. J'ai continué à faire les vidéos parce que vous étiez là, mais aussi parce que de manière mécanique, je me disais que fallait que j'avance et que le fait de poster des vidéos chaque dimanche, c'était une assurance que finalement je menais la barque. Ça me ramenait à quelque chose que j'avais vécu plus petit. Mais je me suis aussi éloigné de cette manière de penser, de me dire que forcément mon histoire se finirait par une happy end musicale et tout. J'ai recommencé à beaucoup lire, écouter des podcasts très sur des témoignages d'histoires personnelles. Voilà, des trucs un peu chiants là, mais je le fais beaucoup. J'ai recommencé à écrire aussi, c'est-à-dire que quelque chose que j'avais un peu abandonné, j'ai recommencé vraiment à écrire des nouvelles, des romans, des trucs. Vous serez surpris, mais peut-être que à un moment ou un autre, vous allez commencer à me voir vous sortir des trucs un peu barbants, des livres, des trucs comme ça. Mais vous verrez que ça me ressemble peut-être beaucoup. Et même l'émission Ground Zero, il faut savoir qu'à la base, Ground Zero, c'était une émission d'interview que j'avais faite pendant le procès de MHD. Et j'avais une personne particulière que j'étais censé interviewer. Je t'explique, je vais dire, tu vas parler d'un artiste, ils savent pas qui c'est. Du coup, ils vont te dire, mais c'est qui? Mais toi, tu sais, tu vois, c'est compliqué. Tu vois que s'il y a un fossé générationnel. C'est parce que la personne particulière que j'étais censé interviewer n'est pas venue que je l'ai transformé en émission solitaire. Ce que je trouve avoir très bien fait, parce qu'en vérité, le nom Ground Zero, je l'ai pris pourquoi? Je l'ai pris parce qu'il ressemble à ce que je vous ai raconté et décrit tout au long de cette vidéo. C'est l'endroit où tout est détruit et tout est reconstruit en même temps. C'est la terreur et l'espoir en même temps. Tout peut renaître. J'ai fini avec le temps à comprendre pourquoi est-ce que mon père avait ces attitudes-là. Grâce à vous aussi, parce que vous avez commencé à écrire dans mes commentaires le professeur, et ça me saoulait beaucoup. Faut que vous sachiez ça me saoulait beaucoup parce que le professeur c'est mon père c'est un directeur d'université. Quand il marche dans la rue, on dit professeur. Et donc du coup, en fait, j'ai compris avec le temps qu'on se ressemblait beaucoup et que finalement, l'une des frustrations de sa vie, c'est essayer de toucher les bouts en fait. C'est-à-dire que quelque chose te ressemble beaucoup, te ressemble beaucoup, et il y a juste un petit truc qui change et tout. Et je me dis, je vais le coller. Et en fait, à chaque fois, t'arrives pas à le coller. Donc, du coup, je crois que il arrivera jamais à le coller parce que jusqu'aujourd'hui encore, même s'il a fini par regarder les vidéos, les aimer, que ses amis regardent et tout, bah, il a toujours ce truc de m'envoyer quasiment tous les mois un truc pour que je puisse travailler à l'UNESCO. Ce serait quand même bien que tu peux le faire. T'as le CV pour. Et je commence à y penser finalement parce que il le fait quasiment tous les mois. Et je sais que c'est quelque chose qui le titille parce qu'il se dit, ah frère, t'as tous les diplômes, tu auras un meilleur niveau de vie. Pourquoi est-ce que t'es en France alors que tu peux avoir une maison quelque part? C'est pas totalement faux. Mais en tout cas, j'ai fait ces vidéos aussi parce que ça vous permet d'un peu mieux me connaître. Ça me permet aussi de vous dire que moi, je serais jamais parti des... Enfin, j'aime pas les storytelling en mode, tout gagner, parce que je ne pense pas qu'on gagne tout. J'ai beaucoup d'humilité, même si ça ne paraît pas souvent par rapport à la vie et à ses aléas. Même si je parais souvent être... c'est l'inverse, en vérité. Et ce truc-ci, c'est pour les outsiders. Je considère que je suis toujours un outsider. Nous, les outsiders, on n'aura jamais le parcours facile, mais pour vous rappeler que des fois, plusieurs portes peuvent se fermer pour vous. Les miennes se sont beaucoup fermées de façon un peu injuste, parce que je vous dis, quelqu'un qui m'a dit merci de l'avoir aidé à comprendre des choses a eu un travail, alors que moi, je cherchais un travail, j'aurais bien aimé avoir son job à l'époque. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que c'était une bonne chose, parce que j'ai fini par créer des choses qui me ressemblent beaucoup plus, par comprendre des choses totalement différemment. Si j'avais pas travaillé dans des labels indépendants, j'avais pas avoir un certain niveau d'analyse, si j'avais pas travaillé avec toutes ces télés-là, j'aurais peut-être pas avoir un esprit ouvert sur d'autres choses, sur la politique. Enfin, ça m'a permis de me former totalement différemment et d'avoir finalement quelque chose qui me ressemble beaucoup plus. Est-ce que c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup plus en fait de moi, l'homme le plus riche au monde? Certainement pas. Mais j'essaie petit à petit d'évoluer. Je sais que pour moi, les choses sont plus difficiles que pour les autres. En tout cas, c'est ancré dans ma tête. Donc, je me prépare toujours à me battre pour y arriver. Courage à toutes les personnes qui passent peut-être aujourd'hui par là. Si toutes les portes vous sont fermées à un endroit, peut-être que le fait qu'elles vous soient fermées est pour vous préparer. Même ça peut paraître totalement bateau à quelque chose d'encore meilleur. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je ne vous raconte pas ça en mode oui, les majors, c'est pas bien. Je pense d'ailleurs que peut-être qu'en 2021, quand j'avais commencé les vidéos sur moi, j'aurais dit ouais, peut-être et tout. Mais je pense que la vie m'a permis de beaucoup grandir. Parce qu'après, j'ai eu beaucoup de propositions de majors. J'en ai eu plusieurs à chaque fois. Est-ce que je voudrais... Il s'agit dire qu'ils sont venus vers moi à plusieurs reprises, même à l'international. J'ai pu travailler avec plein d'artistes. C'est vrai que je suis un peu le gars sans pied. Ça, c'est un choix, en fait. Vous me voyez très peu filmer ma vie et tout. Je viens simplement parler de musique. Ça, c'est un choix de ma part. Mais on pourrait parler de plein d'histoires en studio, des trucs que je fais. Mais
je vais pas vous mentir, j'ai du mal. J'ai du mal à me dire que je vais parler de moi. La preuve, rappelez-vous au début de la vidéo quand je vous dis que j'étais persuadé, et c'est encore un des schémas de ma vie, que jamais je ne devrais parler devant une caméra. C'était pas moi. Donc je prends du temps un peu bizarrement, même si je peux savoir le faire, je prends du temps un peu bizarrement de m'accoutumer à ma propre nouvelle vie. Oui, je sais, c'est relou, et là vous êtes en train de vouloir faire comme mon père, mais Steve, soit. Non, vous n'allez malheureusement pas y arriver. Je ne suis malheureusement pas effectivement comme les autres. D'ailleurs, avec lui récemment, il y avait une scène marrante, c'est-à-dire que mon fond d'écran, c'est ma grand-mère. Et il a vu ça, il m'a dit, ah, c'est trop cool, est-ce que tu pourrais mettre maman sur mon fond d'écran aussi? Regardez-moi ça, un prof qui veut copier. Je lui ai mis en fond d'écran sa propre grand-mère, regardez-moi ça. Non mais l'audace. Je ne pourrais même pas vous dire, oh, j'ai été victime de racisme, parce que, en vrai, oui, dans l'industrie musicale, j'ai eu beaucoup de mal, mais en vérité, quand je suis sorti de là, j'ai pu avoir accès à des choses beaucoup plus ouf pour un garçon qui était un petit immigré qui venait là se démerder, en fait. Donc, en vrai, ma vie est juste chelou. La vie est imprévisible. Merci à Giovanni qui est sans doute la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée et la personne la plus importante de mon parcours, en tout cas au moins sur cette chaîne, parce que voilà, il travaille de fou avec moi et c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Peut-être qu'on aura d'autres épisodes comme ça, je viendrai vous raconter des trucs de mon parcours. La fois où par exemple le frère d'une chanteuse très connue il a presque réussi à racheter le nom Mixing avant moi, il m'avait mis dans un espèce de truc très très fort. Enfin, il y a plein de petites des histoires que je pourrais vous raconter, mais en tout cas l'essentiel c'est juste de vous dire que don't give up. Je suis très grateful, moi, d'avoir eu des personnes qui ont pu croire en moi par-ci par-là, mon pote qui m'a inséré chez Stingzik, toutes les personnes qui m'ont un peu tendu la main, sachant que c'était pas forcément aisé pour moi. J'en suis toujours grateful. Yanissa, il est une des premières influenceuses à m'avoir follow sur YouTube. Je m'en souviendrai toujours, je devais avoir 9000 abonnés, un truc comme ça. Elle m'a follow et elle m'a encouragé direct. Je garde toujours le fait que quelqu'un puisse venir me tendre la main. Chris et moi, on parle tout le temps. Sally m'a tellement encouragé. Elle m'a toujours dit, mais tu peux parler de plein de choses et tout. Enfin bref. Je suis très grateful d'avoir eu des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, et c'est pas un acquis. Et je vous souhaite aussi pour ces fêtes de fin de l'année des cadeaux, certes beaucoup, mais des choses immatérielles, de l'amour, le vrai, de l'attention, de la passion, du repos, des choses peut-être immatérielles qui vous combleraient plus que simplement un paquet de chocolat, ou alors quelques vinyles. Oui, c'est moi qui dis ça, je vieillis. En tout cas, merci de regarder cette chaîne YouTube, merci d'être là pour moi, merci d'être là pour vous, merci de me permettre de grandir avec vous. Vous savez, l'une des choses qui a toujours fait beaucoup rigoler mon père, c'est que mon frère, ma soeur et moi, quand on est arrivé en France, des années différentes du coup, on a des oncles et des tantes ici qui ont de grandes maisons, tout, et on a toujours passé Noël tous les trois. Quasiment. On n'était pas ouf avec mes oncles et les tantes et tout, parce qu'il y avait toujours des petits soucis. Donc on passait Noël à 3, chez moi. Donc du coup, quand je vous dis que j'ai vécu dans un 10 mètres, 11 mètres carrés, une chambre de bonne à Porte-Maillot, on a passé Noël là-bas. Après, on a passé Noël dans un 22-23 mètres carrés quand j'étais étudiant à Nanterre. Ensuite, dans ma coloc, tout et tout, on a passé Noël tous les trois. Et franchement, on était à l'aise, en fait. On faisait nos Noël et tout, et ça surprenait trop mon père. Mon père me disait, mais c'est trop bizarre que vous préférez rester là dans vos espèces de cages de poissons là, tous les trois, vous passez Noël et tout et tout. Mais on était ensemble, on était bien en fait de passer nos petits Noël ensemble, voilà. Après, bien évidemment, j'ai eu de plus grands appartements et tout, et on a passé Noël ensemble. Et là, cette fois-ci, cette année, on passe Noël chez mon frère. Et et je suis trop content, trop ému, parce que je me dis, damn, c'est-à-dire que maintenant, mon frère, pour la première année, il va organiser Noël. Et je suis trop content. Je ne veux rien faire, parce que c'est toujours moi qui ai organisé, j'ai toujours fait les dates. Mais je suis trop content, je suis trop fier. Je me dis, ça c'est la beauté de la vie. Ça sert à quelque chose? Oui, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je suis complètement ridicule. Mes bébés ont grandi, mais enfin bref. Donc je suis super content qu'on passe Noël en famille. Et je vous souhaite donc à tous un joyeux Noël. Et pour terminer cette vidéo, parce que je parle beaucoup de mon père, je vais finir cette vidéo avec Michel Sardou, parce que ce fut l'un des chanteurs que j'ai le plus écouté en enfance, parce que chaque fois que Noël se rapprochait, ma mère, qui est une grosse fan de R&B et hip-hop et tout, nous mettait du Michel Sardou. Et donc du coup, je connais bien la discographie de Michel Sardou, et il se trouve que quand Noël se rapproche, des fois je réécoute des chansons de lui juste parce que ça me rappelle ces instants-là. Donc on termine la vidéo avec Michel Sardou. J'espère être encore avec vous là pour d'autres aventures sur YouTube, mais peut-être qu'on se retrouvera ailleurs. Le cœur parle en chuchotant.
En tout cas, le mien le fait. Dans tous les cas, c'était un bout de ma petite histoire. J'espère que c'était pas trop long, pas trop maladroit. Prenez soin de vous et encore une fois, passez de très belles fêtes. Bisous!